Ils n'ont même pas attendu que l'avocat parle. Elle n'aura rien, papa la détestait. C'est ce que ma sœur, Karen, a dit au moment où je suis entré dans la pièce. Pas de salutation, pas un regard, juste cette phrase tranchante, prononcée assez fort pour que tout le monde l'entende, comme si elle voulait qu'elle résonne. J'ai senti ces mots atterrir dans ma poitrine, comme un coup de poing. Ma poigne sur la main de mon fils, Ellie, s'est resserrée. Ses petits doigts se sont recroquevillés autour des miens, chauds et tremblants. Je me suis forcé à baisser les yeux vers lui pour lui faire un sourire fin et hésitant, mais il savait. Il savait toujours. Je n'avais même pas encore pris place, mais le message était clair, je n'étais pas la bienvenue, je ne faisais pas partie de la famille. J'étais juste un fil qui dépassait, et ils étaient là pour le couper net. Karen était assise en bout de table, parfaitement guindée dans un tailleur pantalon gris. Ses cheveux bruns étaient tirés en ce chignon serré qu'elle portait toujours, lorsqu'elle voulait se sentir supérieure. Son rouge à lèvres était d'un rouge vif. La peinture de guerre classique de Karen, pour une bataille dans laquelle j'ignorais m'être engagé. Puis vint la voix que je redoutais encore plus. Mon oncle Rick, le frère aîné de papa, a lâché un rire sec. Il s'est adossé à sa chaise, les doigts croisés derrière la tête, avec ce sourire suffisant qui s'étalait sur son visage, comme une tache d'huile. Même son gamin sait qu'elle ne vaut rien, a marmonné Rick, en faisant un signe de tête vers Ellie, comme s'il n'était même pas humain. Ellie a baissé les yeux vers le sol, et mon cœur s'est brisé un peu plus. Autour de la pièce, quelques têtes ont hoché en signe d'assentiment. Mes cousins, d'anciens voisins, des amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des années. Des gens qui avaient choisi leur camp depuis longtemps, et je n'étais pas dans le leur. J'ai dégluti difficilement, ma gorge ressemblait à du papier de verre. L'air était vicié, chargé de l'odeur de la poussière, des chaises en cuir, et de ce parfum beaucoup trop sucré dans lequel Karen s'était baignée. Je pouvais sentir mon pouls battre dans mes oreilles, fort, brûlant, humiliant. J'ai conduit Ellie vers la chaise la plus éloignée, au bout de la longue table en acajou, à l'écart de la meute. La chaise a grincé quand je me suis assise. Ellie a grimpé à côté de moi, ses jambes balançant au-dessus du sol, ses mains jointes sur ses genoux, comme s'il essayait de disparaître. Karen a tourné lentement la tête vers moi et, quand nos regards se sont croisés, elle a souri. Mais il n'y avait aucune chaleur là-dedans, juste de la pitié trempée dans du poison. Tu sais que c'est inutile, n'est-ce pas, a dit ma sœur Karen, d'une voix douce et froide. Papa a réécrit le testament. Il t'a complètement évincé. Il a dit que tu étais morte pour lui. Je n'ai pas répondu. J'en étais incapable, ma langue pesait lourd dans ma bouche, inutile. J'ai juste hoché légèrement la tête, comme si je comprenais. Mais à l'intérieur de moi, je m'interrogeais, pourquoi suis-je même venu? Je pensais que, peut-être, il y aurait quelque chose. Un mot, une ligne, un signe qu'il s'était souvenu de moi, quelque chose pour donner un sens à tout ça. Au lieu de cela, j'étais de retour dans le seul endroit où je m'étais promis de ne jamais remettre les pieds, entouré de gens qui m'ont bien fait comprendre qu'il m'avait déjà enterré, bien avant de l'enterrer lui. Et, juste au moment où j'allais me lever pour partir, avant qu'ils ne commencent à dépecer le domaine comme des vautours, la porte a grincé en s'ouvrant. Monsieur Connor, l'avocat de mon père, est entré dans la pièce, serrant un épais dossier sous son bras. Il avait exactement la même apparence, des vêtements impeccablement repassés, des yeux fatigués, et un visage qui ne laissait rien transparaître. La pièce est devenue silencieuse, tout le monde s'est assis un peu plus droit. C'était le moment. Je me suis préparé à l'humiliation. J'étais venu sans rien attendre, et j'allais repartir exactement avec cela. Du moins, c'est ce que je croyais. Car ce que personne dans cette pièce ne savait, ni Karen, ni Rick, ni même moi, c'était que mon fils, Ellie, avait apporté quelque chose avec lui. Et avec une seule phrase, il allait détricoter tout ce qu'il croyait savoir, vous avez oublié la vidéo qu'il a enregistrée. Cela faisait 8 ans que je n'avais pas mis les pieds dans une pièce comme celle-ci, avec ma famille. 8 ans que j'avais emballé une vie qu'il disait que je ne méritais pas. J'avais pris Ellie, qui n'avait que 2 ans à l'époque, et j'étais parti sans me retourner. Pas parce que je le voulais, mais parce que je le devais. Parce que chaque conversation avec mon père, Charles, se terminait par des silences ou des cris. Parce que chaque réunion de famille donnait l'impression de marcher pieds nus sur du verre brisé, tout en souriant pour l'appareil photo. Mais maintenant, j'étais de retour. De retour dans une pièce qui sentait encore la fumée de cigares, et les vieilles rancœurs. Quelle ironie.
Je ne savais même pas que j'étais invité à la lecture du testament. L'enveloppe était arrivée 3 jours après les funérailles. Aucun mot, juste la date, l'heure, et l'adresse, écrite de la main formelle de Connor. L'espace d'un instant, je me suis demandé si c'était une erreur. Peut-être qu'il voulait l'envoyer à Karen, ou peut-être que ce n'était qu'une dernière plaisanterie cruelle. Mais Ellie voulait y aller. Il m'a regardé avec ses grands yeux doux, sa voix calme mais assurée. Nous devrions y aller, maman, a-t-il dit. Il y a peut-être quelque chose que tu as besoin d'entendre. Je ne sais pas comment un enfant de 10 ans peut porter ce genre de sagesse, mais c'est son cas. Parfois, je pense qu'il voit le monde d'une manière que la plupart des adultes n'apprennent jamais. Alors, nous sommes venus. J'ai porté la simple robe noire que je n'avais pas touchée depuis les funérailles de ma mère, et il a porté une petite chemise boutonnée qu'il avait choisie lui-même. J'ai tressé ses cheveux, ce matin-là, avec des mains tremblantes, et il m'a dit que j'étais belle. Il ne savait pas que j'avais à peine dormi, que j'étais terrifié à l'idée d'affronter ces gens qui m'avaient traité comme un fantôme, pendant près d'une décennie. Je savais ce qu'ils pensaient de moi. Karen, la fille parfaite. Elle était restée, elle avait aidé, elle avait pris soin de papa. Elle s'était d'ailleurs assurée que tout le monde la voit faire. Elle a raconté cette histoire tellement de fois, que c'est devenu parole d'évangile. Julia a abandonné la famille, Julia ne pouvait pas gérer la vraie vie, Julia s'est enfuie. Ils n'ont jamais demandé pourquoi j'étais parti. Ils ne savaient pas, ou s'en fichaient, que papa avait arrêté de me parler après que j'ai refusé de rester dans un mariage qui me détruisait. Que, lorsque je suis arrivé sur son porche avec Ellie et une valise, il a fermé la porte sans dire un mot. Que la seule personne qui était censée me protéger du monde, était devenue un mur de plus que je devais briser. L'oncle Rick n'a pas aidé. Il était l'écho de papa, répétant toujours les mêmes phrases amères, la famille n'abandonne pas, le sens et la loyauté, ne revient pas en pleurant. Et Karen, elle a tout absorbé, et en a fait un scénario qu'elle pouvait utiliser comme une arme. Alors, j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit une vie tranquille pour Ellie et moi. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions la paix, de l'amour, et des rires. Pourtant, une part de moi s'accrochait au plus petit, au plus fragile des espoirs. L'espoir que, peut-être, à la fin, papa avait vu quelque chose, regretté quelque chose, ou laissé quelque chose derrière lui. C'est peut-être pour cela que j'ai ouvert l'enveloppe, pour cela que je me suis présenté. Mais maintenant, assise dans cette pièce, entourée de regards durs et de sourires suffisants, je me sentais stupide d'avoir espéré. Ellie n'avait pas dit un mot depuis que nous étions assis. Il se tenait droit, les mains sur les genoux, les yeux balayant la pièce, comme s'il étudiait chaque visage. Son calme me déconcertait un peu, comme s'il attendait quelque chose. Et puis, Monsieur Connor s'est raclé la gorge et a ouvert le dossier. Je me suis adossé à ma chaise et me suis murmuré à moi-même, passe juste à travers ça, ne les laisse pas te voir craquer. Mais Ellie, lui, était assis sur quelque chose de plus grand que le chagrin. Et, avant que tout cela ne soit terminé, il allait prouver qu'il était le seul, dans cette pièce, à vraiment écouter mon père. Monsieur Connor s'est de nouveau raclé la gorge, de cette façon qu'ont les avocats quand ils veulent l'attention de la salle, sans vraiment la demander. Il a ajusté ses lunettes, a ouvert le dossier, et a commencé à lire le testament, comme si c'était un mardi ordinaire. J'ai à peine entendu les premières lignes. Des jargons juridiques génériques, des définitions de succession, des déclarations d'exécution. Mon esprit tournait à toute vitesse. Non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce que je savais être sur le point d'arriver. Il n'allait pas prononcer mon nom. J'en étais certaine. Pourtant, à chaque fois qu'il faisait une pause pour tourner une page, je retenais mon souffle. Comme si, peut-être, juste peut-être, les mots suivants allaient être différents. Peut-être qu'il me surprendrait. Mais non, c'étaient les bénéficiaires habituels. À ma fille Karen, je lègue la résidence principale et tout son contenu. Le visage de Karen est resté impassible, mais je pouvais sentir sa satisfaction, comme un parfum flottant au-dessus de la table. Elle a jeté un regard en biais à son mari, Neil, qui lui a adressé un petit signe de tête suffisant, comme s'il planifiait déjà des rénovations. À mon frère Rick, la propriété du lac et toutes les parts restantes dans l'entreprise familiale. Rick s'est adossé encore plus à sa chaise, les bras croisés, le menton haut, comme un roi observant son royaume fraîchement acquis. Je l'ai regardé glisser de nouveau son cigare entre ses dents, et le mordre doucement, comme s'il avait déjà gagné.
Quelque chose à Paul, mon neveu, la collection de voitures anciennes. Paul, le cousin qui, à l'âge de 9 ans, m'avait enfermé hors de ma propre chambre, juste pour me regarder pleurer. Ce Paul-là. Je me suis mordu l'intérieur de la joue, pour empêcher mon visage de se crisper. Je sentais les larmes s'accumuler derrière mes yeux, chaudes et piquantes, mais je ne les ai pas laissées couler. Toujours aucune mention de moi, pas même une note de bas de page. Puis est venue la phrase que je redoutais, et, comme déclaré précédemment, ma fille Julia ne recevra aucune portion de cette succession. C'était là. Simple, définitif, comme une porte qui se ferme. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Les doigts d'Ellie se sont glissés dans les miens, sous la table. Je n'avais même pas réalisé que mes poings étaient serrés sur mes genoux. Son contact m'a ramené à la réalité, il m'a ancré avant que je ne dérive trop loin. Je pouvais sentir les battements de mon cœur derrière mes yeux. Ma peau brûlait. Et puis, il y a eu les murmures, bas mais intentionnels. Karen a lâché un très léger ricanement. Je te l'avais dit, a-t-elle chuchoté à Neil. L'oncle Rick a secoué la tête, comme si tout cela était tellement prévisible. Il faut un certain type de personne pour tourner le dos à son propre père, a-t-il dit, plus fort que nécessaire. Les autres, les cousins, les soi-disant amis de la famille, n'ont pas dit grand-chose. Mais leur silence était tout aussi bruyant. J'ai baissé les yeux vers les veines du bois sur la table. Les lignes se tordaient et formaient des spirales, presque hypnotiques. C'était plus facile de regarder cela que leur visage. Je pouvais entendre ma propre voix dans ma tête, plate et creuse, pourquoi suis-je venu? Pourquoi ai-je pensé qu'il se souviendrait de moi? Mais, à ce moment-là, Ellie a bougé. Il a lâché ma main et s'est assis plus droit. J'ai senti le changement d'atmosphère avant même de le voir. Sa voix a fendu la tension comme une toute petite lame, douce mais inébranlable, vous avez oublié la vidéo qu'il a enregistrée. La pièce s'est figée. Karen a cligné des yeux, Rick s'est retourné, Monsieur Connor a fait une pause, son stylo planant toujours au-dessus de la page. Je me suis tourné vers Ellie, la confusion inondant mon cerveau. Quelle vidéo, ai-je demandé, dans un murmure à peine perceptible. Mais Ellie ne me regardait pas. Il regardait droit devant lui, stable, certain de lui. Il a glissé la main dans son sac à dos et en a sorti une petite enveloppe blanche. Elle était légèrement froissée, mais hermétiquement fermée. Mon nom était écrit sur le devant, mais juste en dessous, il y avait l'écriture de papa, pour l'avocat, seulement si ça tourne mal. Je ne comprenais pas encore, mais Ellie, lui, avait compris. Et soudainement, pour la première fois de la journée, j'ai senti l'équilibre de la pièce basculer. Je fixais l'enveloppe dans les mains de mon fils, Ellie, comme si elle était radioactive. Il la tenait avec un tel calme, comme si ce n'était pas l'objet le plus dangereux de la pièce. Mais mes yeux étaient rivés sur l'écriture au recto. Nette, tout en majuscules, indéniablement celle de mon père, pour l'avocat, seulement SICCD a tourné mal. Eh bien, les choses avaient effectivement mal tourné. Je trouvais à peine ma voix. Ellie, où as-tu trouvé ça? Il a levé les yeux vers moi, son expression était douce mais assurée. Grand-père me l'a donnée il y a quelque temps. Il m'a dit de la garder en lieu sûr. Mon cœur a raté un battement. Il te l'a donnée à toi. Il a hoché la tête. Le jour où on lui a rendu visite. Juste lui et moi. Tu étais au travail. J'ai cligné des yeux avec force, essayant de faire la mise au point sur mes souvenirs. Je me souvenais de ce jour. Ellie m'avait demandé s'il pouvait accompagner mon voisin, pour déposer quelque chose chez papa. C'était la première fois que je le laissais y aller sans moi. Je n'avais aucune idée qu'il s'était même parlé. À présent, Monsieur Connor tendait le bras à travers la table. Puis-je, a-t-il demandé gentiment. Et Ellie lui a tendu l'enveloppe, sans aucune hésitation. La pièce entière s'est penchée en avant. Karen plissait les yeux, comme si elle n'arrivait pas à y trouver un sens. Rick a remué sur son siège, il n'était plus avachi. Pour une fois, personne n'avait rien à dire. L'enveloppe a émis un léger bruit de déchirure lorsque Connor l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une clé USB. Petite, noire, ordinaire. Mais mon pouce est emballé, comme s'il s'agissait d'une grenade. Connor a froncé les sourcils et a également sorti un mot de l'enveloppe. Une autre page, avec l'écriture de mon père. Ses yeux l'ont parcouru, et pour la première fois depuis son entrée dans la pièce,
son sang-froid s'est fissuré. Très légèrement, mais je l'ai vu. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a simplement hoché la tête, lentement, comme si une vérité non dite venait d'être confirmée. Écoutez tous, a dit Connor, sa voix désormais plus calme. Il y a un message vidéo de Charles Thomas, enregistré avant la version finale de ce testament. Il a été scellé avec des instructions claires, il ne doit être diffusé que si cette situation devenait conflictuelle. Ses yeux se sont posés sur Karen, puis sur Rick. Tous deux ont remué sur leur chaise. Karen s'est moquée. C'est ridicule, il n'a jamais parlé d'une vidéo. L'oncle Rick s'est penché en avant, la voix soudainement plus dure. On ne sait même pas ce qu'il y a sur ce truc, ça pourrait être un faux. Connor a levé la main. C'est authentifié par un horodatage. J'ai reconnu l'écriture et la signature. Et, conformément à ses instructions, je suis légalement tenu de la diffuser. Il a branché la clé USB sur un élégant ordinateur portable noir, posé sur le bureau à côté de lui. L'écran s'est allumé, le logo se dissolvant dans un cadre noir, avec un seul mot, lecture. L'air dans la pièce a changé. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Je sentais les battements de mon cœur jusqu'au bout de mes doigts. J'ai agrippé les accoudoirs de ma chaise, comme s'ils pouvaient m'empêcher de m'envoler vers un autre monde. Ma respiration était courte, tremblante. Pourquoi papa aurait-il laissé une vidéo? Pourquoi Ellie? Que pouvait-il bien vouloir dire, maintenant, après tout ce qui s'était passé? Ellie n'avait pas l'air nerveux. Il restait assis, immobile, les yeux fixés sur l'écran, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Karen semblait pâle, à présent. Ses lèvres étaient pincées en une ligne fine. Rick avait arrêté de mâchouiller son cigare. Je voulais m'enfuir. Je voulais pleurer. Je voulais crier. Mais par-dessus tout, je voulais savoir. Connor a appuyé sur la barre espace. L'écran est devenu noir pendant une demi-seconde, puis il a clignoté, et soudain. Il était là. Mon père. Plus vieux, plus maigre, assis à son bureau, portant ce pull bleu marine que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Celui que je pensais qu'il n'avait jamais mis. Ses mains étaient croisées. Son expression n'était pas froide, juste fatiguée. Il a regardé droit dans la caméra, et puis, il a commencé à parler. Je ne respirais plus. Ni quand l'écran s'était allumé, ni quand j'avais vu son visage, ni quand j'ai entendu les 2 premiers mots sortir de sa bouche, « Salut, Julia ». Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Sa peau s'était affinée, sa posture, autrefois si fière, s'était voûtée. Mais c'était bien mon père, Charles Thomas, assis à ce bureau en chêne usé, avec ce globe antique derrière lui, exactement comme lorsque nous étions enfants. Seulement, cette fois, son expression n'était ni sévère, ni distante. Elle était humaine. Si tu regardes ça, a-t-il continué, c'est que je suis parti. Et je suppose que les choses ne se sont pas bien passées lors de la lecture. Ses mains étaient serrées devant lui, ses doigts tressautant légèrement. Une petite habitude nerveuse que j'avais aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait la paix entre toi et la famille. Je sais ce qu'ils pensent de toi. Bon sang, je sais ce que j'ai dit sur toi. Il a baissé les yeux, a dégluti. Et j'avais tort. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Mes ongles se sont enfoncés dans l'accoudoir de ma chaise. Ellie a levé les yeux vers moi, mais je ne pouvais pas détourner le regard de l'écran. J'ai cru ce que Karen m'a raconté. J'ai cru Rick. J'ai cru que tu étais parti parce que tu t'en fichais. Je n'ai pas posé de questions. Je ne t'ai pas écouté, pas une seule fois. Tu as essayé, et je t'ai fermé la porte au nez. À toi, et à Ellie. J'ai entendu Karen bouger sur sa chaise, d'un mouvement brusque et inconfortable. Je ne l'ai pas regardé, j'en étais incapable. La voix de papa s'est brisée, juste un peu. Je pensais qu'être fort, c'était être fier. Que si tu partais, c'était une trahison. Mais la force, c'est d'être présent. C'est de protéger son enfant. Et tu l'as fait. Tu as fait ce dont j'ai été incapable. Ses yeux brillaient. Ma propre vision s'est troublée. J'ai rencontré Ellie un jour, quand il est passé me voir, juste nous deux. Ce gamin. Il n'a pas dit grand-chose. Mais quand je lui ai posé des questions sur toi,
il a simplement répondu « Ma maman est l'endroit le plus sûr du monde ». Ma main a volé à ma bouche. Je t'ai perdu, Julia. Je le vois maintenant. J'ai perdu ma fille, parce que je n'ai pas pu arrêter d'avoir raison assez longtemps pour t'aimer de la manière dont tu en avais besoin. Mais je ne laisserai pas mon dernier acte être de te repousser à nouveau. Il s'est raclé la gorge et a regardé droit dans la caméra, le regard fixe. Alors, j'ai changé le testament. Il y a eu un halètement collectif dans la pièce. La chaise de quelqu'un a grincé, celle de Rick, peut-être. Karen a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais je ne l'ai pas entendu. J'entendais à peine autre chose que le son de la voix de mon père. Je vous ai laissé la maison, à toi et à Ellie. Les économies, le fonds de retraite, c'est pour toi. Et un fonds d'études pour Ellie. Je sais que ça ne répare pas ce que j'ai brisé, mais je veux que tu aies la paix que je n'ai pas pu t'offrir de mon vivant. Il a fait une pause, puis s'est penché un peu plus près de la caméra. Et s'ils sont en colère, laisse-les être en colère. Tu as mérité cela. Tu as survécu à tout ça, et tu n'as jamais cessé d'être une mère. C'est plus que ce que j'ai jamais accompli. Une boule s'est formée dans ma gorge, si grosse que je pouvais à peine respirer. Je suis fier de toi, et je t'aime, Julia. Je t'ai toujours aimé. Je ne savais tout simplement pas comment le montrer. Et puis, juste avant que la vidéo ne fonde au noir, il a ajouté doucement, « Prends soin de mon petit-fils. Dis-lui merci. » L'écran est devenu noir. Pas de musique, pas de transition. Juste le silence. Un silence pur, immobile, presque sacré. Autour de moi, des chaises ont grincé, quelqu'un a reniflé, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté assise là, la main sur la bouche, les larmes glissant sur mes joues. J'avais l'impression qu'un fardeau, dont je n'avais même pas conscience, venait enfin d'être levé. Après toutes ces années de bruit, de blâme, d'exil et de silence, il m'avait entendu. Il m'avait enfin entendu. Et, dans le calme qui a suivi, personne ne pouvait m'enlever ça. Personne n'a parlé quand l'écran s'est éteint. Ni Karen, ni Rick, ni les cousins ou les amis de la famille. Eux qui, autrefois, souriaient poliment tout en ignorant le poids que je portais. Même Monsieur Connor est resté immobile, sa main figée au-dessus de la souris, comme si arrêter la vidéo avait aussi arrêté le temps. Et, d'une certaine manière, c'était peut-être le cas. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là. Ma main couvrait toujours ma bouche, mes joues étaient humides. Mais je n'avais pas remarqué que je pleurais, jusqu'à ce que je sente la main d'Ellie se glisser à nouveau dans la mienne. Il ne pleurait pas. Il a simplement levé les yeux vers moi, avec ce petit sourire complice, comme s'il avait attendu tout ce temps que la vérité trouve enfin une voie. Je me suis penché et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Mon cœur me faisait mal, rempli de quelque chose de trop grand pour être exprimé par des mots. De l'amour, du soulagement, du chagrin. Tout cela noué ensemble. À l'autre bout de la pièce, Karen s'est levée brusquement. Sa chaise a crissé contre le sol. Elle a attrapé son sac avec des mains tremblantes, et elle est sortie sans dire un mot. Son mari a suivi derrière, le visage rouge, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Rick est resté assis plus longtemps. La mâchoire crispée, les yeux fixés dans le vide. Quand il s'est enfin levé, il a regardé Connor comme s'il voulait s'opposer, mais même lui savait qu'il n'y avait plus rien à combattre. Mon père avait parlé, et sa vérité était désormais impossible à ignorer. Les autres ont suivi, un par un. Certains ne pouvaient pas croiser mon regard. Quelques-uns m'ont offert de discrets hochements de tête. Était-ce de la pitié, ou peut-être du respect? Je n'aurais su le dire. Bientôt, nous ne fûmes plus que 3. Connor a doucement fermé le dossier et s'est raclé la gorge. Il y aura un peu de paperasse à faire, a-t-il dit, d'une voix plus douce qu'auparavant, mais tout est en ordre. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi dire. Que pouvais-je dire? Il a eu un petit sourire sincère, et nous a laissés seuls dans la pièce. Le silence qui a suivi n'était pas du même genre que celui auquel je m'étais habitué. Ce silence-là était paisible, entier. Comme si quelque chose s'était enfin mis en place. J'ai regardé Ellie. Il tenait toujours ma main. Il me regardait toujours comme si j'étais la personne la plus forte du monde. Et peut-être que, dans ses yeux, je l'étais. Mais c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a porté cette enveloppe comme s'il s'agissait d'un simple bout de papier,
et non de la vérité qui allait tout réécrire. Nous sommes restés encore un peu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avais-je simplement besoin de temps pour respirer. Peut-être voulais-je rester assise dans cette pièce où, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être à ma place. Je n'arrêtais pas d'entendre la voix de papa dans ma tête, « Je suis fier de toi ». 5 mots que je pensais ne jamais entendre. Des mots dont j'avais besoin, bien plus que je ne l'avais jamais admis. J'ai pensé à tout ce que j'avais enduré. Des années de silence, de reproches, le fait d'être effacé. Et maintenant, je n'étais plus effacé. J'étais vu, entendu, et on se souvenait de moi. J'ai de nouveau regardé Ellie. « Merci », ai-je murmuré. Il a penché la tête. « Pourquoi ?»« Pour avoir été plus courageux que moi », ai-je répondu, pour t'être accroché à quelque chose qui comptait. Il a souri. « Je voulais juste que tu l'entendes. » Et c'était chose faite. Pas seulement à travers la vidéo, mais aussi à travers ce basculement qui a suivi. À travers cette paix qui a rempli la pièce, une fois que tout le monde est parti. C'est la particularité de la vérité, elle n'arrive pas toujours au moment où on la veut. Mais quand elle éclate, elle change tout. Alors non, je ne suis pas sorti de cette pièce brisée. Je suis sorti en tenant la main de mon fils, avec les mots de mon père résonnant encore dans ma poitrine. Je suis sorti entière. Et ce silence. Ce silence voulait enfin dire quelque chose. Si cette histoire a résonné en vous. Si vous avez déjà été mis de côté, mal jugé, ou si l'on vous a fait sentir que votre voix ne comptait pas, sachez ceci, vous n'êtes pas invisible. Et parfois, la vérité prend du temps, mais elle finit toujours par éclater au grand jour. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, et à la partager avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin de l'entendre lui aussi. Les histoires comme celle-ci n'atteignent les personnes qui en ont le plus besoin que lorsque vous les aidez à voyager. Et si vous voulez plus d'histoires réelles, brutes et émouvantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il reste encore tellement de choses à raconter. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez bienveillants, et n'oubliez pas, votre voix compte.